Bandeau noir sur les yeux, le pied droit devant, puis le pied gauche devant. Génuflexion, et surtout, ce doigt pointé vers l'avant, accusateur. Elles sont des milliers, à Santiago, à Paris, à Tel Aviv, à Delhi, à New York, et dans des dizaines d'autres villes encore. Nous sommes des milliers, ensemble et fortes à dire. Le patriarcat est un juge qui nous juge à la naissance, et notre punition, c'est cette violence que tu vois. Ce sont les féminicides, l'impunité des assassins. C'est la disparition, c'est le viol. Et le coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. Le violeur, c'était toi. Le violeur, c'est toi. Ce sont les policiers, les juges, l'État, le président. L'État oppresseur est un macho violeur. Ce chant féministe, scandé par les femmes chiliennes en 2019, a su résonner dans la bouche et le cœur des femmes du monde entier, qui se sont reconnues dans l'injonction qui leur est faite de se soumettre au patriarcat. Le problème est systémique et endémique. Il s'appelle la culture du viol. En France, il se manifeste entre autres par 94 000 viols par an. Dans 94% des cas, ils sont commis par des hommes. Moins d'1% sont condamnés. C'est aussi 2 250 000 femmes victimes de violences par an et 150 féminicides par an. On ne naît pas femme, on en meurt. Maître Bouillon, vous êtes avocat spécialisé dans le droit des femmes et le droit des victimes, à Nantes. Ma question est la suivante. La justice est-elle patriarcale ? Il faut que vous m'indiquiez tout de suite de combien de temps je dispose pour répondre à cette question, parce que je crains que ça n'occupe l'intégralité de notre entretien. Votre question, elle est en réalité presque trop directe pour que je puisse y répondre par oui ou par non. Les choses sont bien complexes, nuancées et en plus en évolution. Le premier élément de réponse que je pourrais vous faire, c'est que la justice française, comme toutes les autres justices d'ailleurs, elle n'est pas hors sol. C'est pas un îlot comme ça, isolé du reste de notre société, un îlot d'égalité parfaite au milieu d'un océan de patriarcat. Les magistrats, les greffiers, les policiers, les avocats, ce sont des gens normaux qui sont pétris de culture, d'éducation, parfois de réflexes, qui sont le fruit d'une éducation ancestrale, millénaire, autour de l'articulation d'un principe très simple et d'un principe qui est toujours d'actualité, à savoir que un homme ne vaut pas une femme ne vaut pas un homme, et que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas un principe acquis, définitif et consensuellement accepté. Donc, on est dans une situation conflictuelle parce que on a proclamé des droits, on les a codifiés, on les a écrits en vertu d'un principe d'égalité qui est extrêmement fort et qui nous tient tous et toutes. Et face à ces principes, face à ces textes, qu'il a fallu produire, là aussi avec beaucoup de batailles féministes, qui sont le fruit d'une réflexion féministe, qui sont le fruit d'une conscientisation, d'une prise de conscience. Rappelez-vous de ce que on a pu dire que le privé est politique. C'est très important cette phrase-là. Ça veut dire que ce qui se passe au sein des foyers, puis ce qui se passe au sein des alcôves, eh bien, ça nous regarde tous et toutes, et que la figure du patriarche, comme ça, qui serait omnipotent, tout puissant à l'intérieur de la famille, elle a été déconstruite. Il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de lutte à nos mères, à nos grands-mères, à nos arrière-grands-mères, et il en faudra d'autres à nos filles pour que les textes parviennent à une égalité parfaite. Donc on est sur cette conflictualité entre les textes qui proclament une égalité à peu près dans tous les domaines, même s'il reste quelques petites scories du code napoléonien, on en parle en ce moment dans notre code civil, face à une culture, à encore une fois des réflexes, face à une imprégnation très forte, presque inscrite dans notre ADN, qui veulent que on est tous et toutes encore soumis à des réflexes patriarcaux. Donc, je n'ai pas de réponse évidente à votre question. Je peux reprendre, moi, beaucoup des
paroles de ce chant. D'ailleurs, je m'en sers souvent lorsque je plaide des dossiers. Je peux reprendre beaucoup des paroles de ce chant à mon compte. Il a d'abord existé, ce chant, et comme beaucoup d'autres choses, il fait véritablement progresser la cause de l'égalité. En ce qui concerne la justice, c'est un voie qui progresse. C'est un travail qui avance. L'institution judiciaire de 2021 n'est pas celle de 2011, n'est pas celle de 2001. Le métier que je fais n'est pas le même. Et voilà, ça avance. Alors moi, du coup, je vais rebondir sur une autre question, c'est que très personnellement, et je pense que c'est un sentiment partagé par beaucoup, c'est que, encore une fois, on a vu avec cette jeune femme, Shahinez, qui a... Enfin, c'est un drame ce qui s'est produit. Mais en fait, le terme de drame ne me convient pas parce qu'en fait, tous les mois, l'actualité est émaillée de ces féminicides qui sont plus atroces les uns que les autres. Donc celui-là a particulièrement attiré l'attention des médias par sa cruauté. Et en fait, on se sent un peu faible. On sait plus quoi faire. Enfin, moi, je me retrouve dans une situation où je sais plus quoi faire pour empêcher que ça arrive. Et à chaque fois, c'est toujours, on s'en plaint, on le regrette. Mais est-ce que vraiment les choses avancent? Est-ce que les chiffres baissent? Est-ce qu'on a les moyens en fait de réagir contre cette violence-là, que ce soit les viols ou que ce soit les violences contre les femmes de ce type-là, les féminicides? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui la justice en France est suffisamment armée pour pouvoir de un, accueillir les victimes qui parviennent à se plaindre, à avoir assez de confiance, assez bien encadré pour pouvoir porter plainte? Et est-ce que la justice est aujourd'hui assez armée pour rendre ce qu'elle est censée faire, en tout cas c'est ce que les victimes espèrent, la justice, qui parfois d'ailleurs prête aussi à... On pourrait parler de ce que c'est la justice, mais voilà, est-ce que les victimes aujourd'hui ont le sentiment que la justice rend la justice dans ces questions très difficiles? Shahinez, c'est un événement dramatique, mais au sens propre du terme. Je suis d'accord avec vous, moi aussi, je prends mes distances vis-à-vis de ce terme qui est trop souvent utilisé par les médias pour ne pas révéler ce dont il s'agit en réalité. Ce dont il s'agit en réalité, c'est du curseur poussé à son paroxysme, de la volonté de contrôle absolu que certains hommes veulent avoir sur le corps des femmes. Et on peut d'ailleurs moduler le curseur, mais ça participe de la même logique que des violences conjugales, que des viols, que des agressions sexuelles, que tout ce qui porte atteinte à l'intégrité physique, psychique et corporelle des femmes, dans cette logique où les hommes se sentent détenteurs d'un pouvoir et d'un droit sur ce corps dont ils souhaitent qu'il leur appartienne. C'est véritablement ça qui est en œuvre, et dans la situation de Shahinez, son assassin a écouté qu'il ne supportait pas l'idée fausse ou vraie, on s'en fiche également qu'elle ait un amant, et qu'il voulait la faire souffrir et la punir. Ça ouvre plein de questions. Moi, j'entends qu'on demande des comptes à la justice. Actuellement, il y a une mission d'investigation, il y a plusieurs missions d'investigation qui sont diligentées, très bien. On verra s'il y a eu des carences, on verra s'il y a eu des dysfonctionnements. C'est normal que les regards se tournent vers l'institution judiciaire et policière parce que, comme vous le disiez très justement, c'est d'abord ces institutions-là qui sont en charge de rendre la justice, certes, mais protéger. La première des choses, c'est la protection. Avant de rendre la justice, c'est mettre à l'abri, même si ce ne sont pas les seules institutions, mais ce sont des institutions qui doivent protéger. Je crois que si on devait s'arrêter là dans le questionnement fondamental que vous posez, pourquoi est-ce que ça continue, pourquoi est-ce que là on est tous très émus, sous le choc, et puis voilà, l'émotion va retomber jusqu'au prochain féminicide, qui sera d'ailleurs peut-être passé totalement sous le silence et sous les radars parce qu'on parle de celui-là parce qu'il est particulièrement odieux, mais dès lors, encore une fois, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui se passe derrière les portes closes des maisons, c'est là où le véritable danger pour les femmes se situe. Et bien, jusqu'au prochain, finalement, les choses vont s'atténuer, et puis on aura encore une famille. Le compteur, il continue de tourner. Là, on est à 39, le Shahinez est la 39e femme qui a été tuée cette année. Jusqu'où, jusque quand? Moi, j'entends les incantations du gouvernement qui dit on va analyser ce qui s'est passé parce que comme ça se reproduira plus
jamais. Enfin, ça se produit tout le temps Mm, mm. et ça ne cesse pas. Alors, on peut apporter plusieurs éléments de réponse, plusieurs degrés de réponse à ce constat-là. On peut dire les magistrats et les policiers ne font pas leur boulot. Peut-être à certains endroits, peut-être qu'il y a des dysfonctionnements, peut-être qu'il y a des carences, peut-être, sans doute d'ailleurs, hein, l'État a été condamné pour faute lourde l'année dernière dans la situation d'Isabelle Thomas, dont la sœur et les parents ont été tués par le conjoint de la victime, alors qu'elle avait déposé plainte. Donc, assurément, il y a des situations où l'État ne fait pas son boulot, où l'institution ne fait pas son boulot. Moi, j'ai défendu, je suis intervenue dans la situation de Djeneba Bania, qui était une femme malienne qui a été tuée de 3 coups de fusil dans la tête par le père de ses 3 enfants qui refusait qu'elle parte en voyage. Elle bénéficiait d'une ordonnance de protection. Dans le cadre de cette ordonnance de protection, il y avait interdiction à son mari de conserver ses armes. Il a conservé ses armes. Djeneba a signalé le fait qu'il avait conservé ses armes parce qu'il était chasseur. Les policiers du cru du coin n'ont pas jugé utile de lui prendre ses armes. Il a été tué. Elle a été tuée, pardon. Donc, bien sûr, des dysfonctionnements comme ça, il y en a beaucoup. Ils ont des conséquences dramatiques. Le terme de dysfonctionnement n'est pas à la hauteur de ce qui se passe. Bon. Mais si on s'arrête là, je crois qu'on regarde les choses par le tout petit bout de la lorgnette. C'est vrai, et c'est pas suffisant. On peut ajouter comme second élément d'explication, et ça peut paraître trivial, là aussi, si je vais ça en mémoire avec des vies humaines, mais lorsque je parlerai du manque de la justice, je crois que je suis dans le vrai. Venez voir comment on travaille dans les tribunaux. Venez voir à quel point on est submergé, engorgé, à quel point on est débordé, à quel point tout le monde court après le temps, tout le monde court après les moyens. Il n'y a même parfois pas de greffier pour taper les jugements, il n'y a pas de papier pour photocopier les jugements. Vous pourriez croire que j'exagère, mais un chiffre peut-être tout simplement, et puis après, je ne vais pas vous en souvenir sous les chiffres, mais l'Allemagne consacre 131 € par an et par citoyen au budget de la justice. Après l'effort financier de la dernière loi de finances, celle qui vient d'être votée, qui porte à un peu plus de 8 milliards le budget de la justice en France, qui est une augmentation de plus 8%, et c'est vrai que c'est une augmentation conséquente, on est en France à 69 € Ah ouais, le compte n'y est pas. Hein. On n'y est pas. On en est même très très loin. On est dans la moyenne très basse des pays européens. On est derrière l'Allemagne, on est derrière l'Italie. C'est le véritable parent pauvre de notre démocratie, la justice. On est en banqueroute. Donc, moi, je veux bien qu'on ait une exigence, et on doit avoir une exigence en termes de protection et en termes d'efficacité du côté des policiers, du côté des magistrats, du côté des avocats, évidemment, de tous les auxiliaires de justice. Mais enfin, mettons en miroir cette exigence, aussi légitime qu'elle soit, avec notre manque de moyens qui est cruel. Et puis, troisième niveau de réflexion, et là, moi, vraiment, ça me préoccupe beaucoup. Notre mode de fonctionnement collectif ne change pas. Notre rapport au corps des femmes ne change pas. L'idée de ce que, encore une fois, les femmes, la domination masculine est la pierre angulaire de notre organisation de société, produit ça. Dès lors que l'on accepte et qu'on admet l'idée qu'il n'y a pas d'égalité entre les femmes et les hommes, et que l'un domine l'autre, eh bien, encore une fois, il suffit de placer le curseur, plaçons le curseur, déplaçons le curseur, et à son paroxysme, on aura le féminicide en gratuitant par les violences, les viols, etc. Travaillons sur le cœur de notre société, travaillons sur notre rapport à l'égalité des sexes, travaillons véritablement pour une révolution féministe, qui n'est pas une révolution. Je ne sais pas quelque chose, c'est très agréable, une révolution féministe. C'est vraiment l'idée que le corps des femmes n'appartient à personne d'autre qu'à elle-même. Et un mot sur Chahinez, on s'est repéré maintenant quand tous les voyants sont plus rouges, et tous les voyants étaient rouges. C'est-à-dire qu'on a un homme qui avait déjà été condamné,
lourdement à cette reprises, qui s'était armée à plusieurs reprises, qui était sous un contrôle judiciaire qui ne respectait pas puisqu'il prenait attache avec Chahinez alors qu'il n'avait plus le droit de le faire. On avait une victime qui avait crié au secours et qui avait demandé à être entendue et qui n'a pas été. On avait un homme qui se sentait légitime, encore une fois, à se venger de sa femme dont il voulait se punir parce qu'il se sentait bafoué dans sa virilité, estimant qu'il avait été trompé. Voilà. Il y avait un alignement de planète, malheureusement, encore une fois, une situation malheureuse pour que le pire se produise. Oui, tout à fait. Rita Segato, qui est une sociologue brésilienne, le dit très bien. Elle dit que le crime sexuel est avant tout un crime de domination et un crime de pouvoir, en fait. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Depuis, en fait, ce qui s'est passé avec Chahinez, qui m'a beaucoup émue. En fait, j'ai réfléchi à cette question de la domination du corps et je pense qu'on peut le voir en fait à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la domination directe, c'est-à-dire un viol, prendre possession du corps de la femme de manière C'est une physique. réappropriation. Ouais. Voilà, mais je pense qu'on peut le voir d'un second niveau et d'ailleurs l'illustration peut aussi se voir avec ce qui s'est passé pour Chahinez, c'est que c'était en top tweet pendant plusieurs jours. Et en fait, quand on cliquait sur le top tweet, c'était des injures racistes, c'était immigration égale viol. Et en fait, moi, je me suis dit qu'encore une fois, c'était l'appropriation du corps d'une femme, mais à un second degré, pour dénoncer encore une autre cause qui échappe complètement à ce qui s'est produit. Et en fait, j'ai l'impression que ça, on peut le retrouver à plein d'endroits différents. Par exemple, quand la question du voile vient sur la table, c'est toujours les mêmes qui vont dire « Oh là là, le voile, cet instrument d'oppression des femmes ». Mais par contre, c'est les mêmes qu'on va retrouver pour combattre la PMA, par exemple, qui vont dénoncer ça. Donc en fait, j'ai l'impression qu'à la fois la femme, même quand elle veut être protégée ou défendue, elle peut servir à d'autres intérêts pour d'autres personnes. Et en fait, c'est ça, moi, qui me gêne considérablement. C'est que c'est pas pris en tant que tel, en fait. Oui, j'attendais que les garçons réagissent en fait sur cette En fait, moi, sur cette question-là, alors sans aller sur les exemples les plus horribles de viol ou de féminicide, moi, il y avait un sujet qui paraissait anodin. Par exemple, dans ma famille, tout le monde donnait un petit peu son avis par rapport à ça. Et moi, je me suis dit, c'est un sujet où je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose de grave. C'était en août dernier, il me semble, quand il y a eu un sondage IFOP sur la tenue correcte pour une fille au lycée. Ah oui. Et je trouvais ça, mais juste hallucinant d'avoir droit à des discussions qui allaient de la qualité de discussion de comptoir à discussion de grands théoriciens selon certains. Je trouvais ça, mais juste affolant de voir qu'en fait, on était encore à débattre de comment une femme doit s'habiller. On ne m'a jamais demandé en tant qu'homme, on ne m'a jamais demandé comment je m'habille, on ne m'a jamais interdit de porter un quelconque vêtement parce que ça pourrait me mettre en danger. Et je trouve ça en fait hallucinant qu'on est dans une société où, oui, faire un sondage là-dessus, c'est OK, plutôt que de se dire non, attends, il y a un problème si on pense à faire un sondage là-dessus. Et pour moi, il est là vraiment le problème. Et j'en avais discuté même avec mes parents ou par exemple ma mère qui a aussi eu vis-à-vis de mes sœurs toujours ces petits conseils de protection, fais attention à ce que tu peux porter parce que blablabla, que je peux comprendre. Mais en fait, se mettre dans cette logique-là, c'est finalement accepter qu'il y a une oppression. C'est accepter qu'il y a un risque. Et alors, bon, c'est normal pour une mère ou un père de chercher à faire ça, je le comprends. Mais moi, ça me choque parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en fonction de son genre, en France encore, on n'est pas en sécurité en fonction de comment on s'habille ou autre. Et je trouve que c'est très révélateur, en fait, parce que c'est un petit sujet qui pourrait paraître presque anodin, qui en fait n'est pas du tout. Qui n'est pas du tout. Et moi, c'est ce genre de choses qui aujourd'hui, moi, me révolte encore et j'ai honte, en fait. J'ai presque honte d'être dans une société qui pense encore comme ça et qui se permet encore ce genre de sondage. Mais de même, je trouve que dans les questions de prévention, en fait, moi, ce qui me choque toujours, c'est qu'on fait beaucoup plus de la prévention aux jeunes filles. Justement, comme tu le précisais, Gab, fais attention à ton décolleté, ne mets pas une jupe trop courte, surtout si tu rentres le soir, prends un Uber, etc. Mais
Alors peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai jamais entendu qu'on s'adressait en fait à ceux qui commettent ces viols, c'est-à-dire aux petits garçons qui, en fait, tous les violeurs ont été des petits garçons un jour, et même sans s'arrêter. Enfin, hier, on avait un gros débat avec Tanguy et Gabriel qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi d'ailleurs, donc ce serait intéressant d'en reparler. Mais moi, de mon point de vue, c'est qu'il faut aussi s'adresser aux garçons quand ils sont à leur jeune âge. Et d'ailleurs, Najat Vallaud-Belkacem, elle avait tenté de le faire en son temps, ça a été un peu avorté, c'était les ABCD de l'égalité, qui était quand même un gros pas pour justement ça, pour essayer de s'adresser vraiment à ces futurs adultes en puissance, en fait, et Mais ces futurs violeurs en c'est intéressant puissance. de savoir pourquoi ça a été aborté, parce que, d'ailleurs, le terme est intéressant, mais parce que quelle vague réactionnaire ça avait suscité en son temps. Mhm. C'est-à-dire que l'ordre établi s'était senti précarisé, menacé, et donc, encore une fois, tout ce qui vient potentiellement contester cette domination masculine est vécu comme une menace par les détenteurs de pouvoir qui sont les hommes ou certaines femmes qui s'inscrivent dans ce modèle-là. Moi, je crois que il serait très intéressant de poursuivre ce qui a déjà été affirmé depuis très longtemps par les féministes, à savoir que leur corps leur appartient, mais dans toutes ses dimensions, sexuelles, reproductives, vestimentaires, évidemment, mais qu'il serait souhaitable, franchement, de foutre la paix aux femmes avec la manière dont elles vivent ou pas leur sexualité, la manière dont elles vivent ou pas la maternité, la manière dont elles s'habillent, elles se voilent ou elles se jupent, la manière dont elles se déplacent à tel endroit ou à telle heure. Voilà, ce serait vraiment formidable que les femmes puissent se réapproprier leur corps et que les hommes considèrent qu'ils n'ont aucun droit à faire valoir sur le corps des femmes. Mais puisque ce sont des femmes qui portent des enfants encore actuellement, bah, c'est compliqué pour les hommes de concevoir ça et d'abandonner cette prérogative totalement aux femmes. Donc le contrôle des corps des femmes, encore une fois, c'est une vieille histoire, c'est comme ça que nous nous sommes construits en tant que société, et ça peut être décliné à plein d'endroits différents, dans les collèges et avec les crop-tops, jusqu'au viol et au féminicide, le fil conducteur, c'est le corps des femmes ne leur appartient pas, et que c'est un objet politique, et que, comme vous le disait Gabriel tout à l'heure, il y a tout un chacun qui se sont autorisés à produire une opinion plus ou moins pertinente d'ailleurs sur la manière dont les femmes doivent utiliser ou pas leur corps, mais sur les questions de prostitution, sur les questions de PMA, sur les questions de GPA, sur toutes ces questions qui agitent notre société actuellement. Et bien, c'est toujours le corps des femmes qui est au cœur du sujet. Moi, je n'ai pas la solution à tout, évidemment, mais j'aimerais juste qu'on foute la paix aux femmes, véritablement. Ça serait déjà un progrès considérable, mais une fois que j'ai dit ça, je prends la mesure de ce que c'est une injonction, c'est un vœu pieux en fait, parce que ça vient bousculer très profondément un ordre établi. Mais moi, je suis plutôt optimiste en fait. C'est-à-dire que je suis la mère d'une jeune fille de 14 ans, dont je vois à quel point, par exemple, sur les questions de genre et de sexualité, sa génération est tout à fait différente de la mienne, même s'il y a des injonctions de genre. Je ne dis pas que la cour du collège est un espace d'égalité, loin s'en faut. Il se joue encore des injonctions très fortes en termes de comment s'habiller, comment ne pas s'habiller, etc. Mais en termes de définition, par exemple, des sexualités, moi j'assiste à quelque chose que je ne connaissais pas. Ma fille a des amis qui peuvent refuser de se définir d'un point de vue du genre ou de leur sexualité. D'autres qui s'affichent homosexuels alors qu'ils ont 14-15 ans. Moi, dans ma cour du collège, je peux vous dire que ça ne se passait pas comme ça. Donc, voilà, ça évolue, et ça évolue comme un tout. Moi, dans ce que vous venez de dire par rapport au fait que ça évolue, et donc ces changements-là qui viennent dans les jeunes générations, qui étaient déjà, on va dire, un petit peu là, je pense aussi, quand nous-mêmes, nous trois, nous étions au collège ou au lycée. Moins, mais c'est déjà un petit peu là. Il y a quelque chose qui en même temps me rend très content et qui en même temps me fait peur, c'est que je me pose tout le temps la question de savoir si ces évolutions de perception sur le genre et donc sur ce que c'est être une femme, le devenir, être un homme, le devenir, le rester, ne pas le rester,
sur l'orientation sexuelle, etc. Toutes ces choses qui sont en fait des choses très différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une séparation entre ce qui peut se passer dans des centres-villes, en ville, dans certaines classes sociales, et ce qui peut se passer ailleurs? Et ça, c'est assez effrayant parce que j'ai toujours tendance à observer que lorsqu'il y a une évolution bénéfique, par exemple celle sur la vision qu'on a sur le genre, qui va un peu trop vite au goût de certaines personnes, ça a tendance, pendant un certain temps, à marquer une recrudescence des violences. Parce que ça crée une frustration, ça crée un stress. Voilà. On l'a vu, par exemple, donc c'est pas pour la question, ça touche pas automatiquement la question des violences aux femmes, mais quand il y avait le débat sur le mariage homosexuel, il y a eu une recrudescence phénoménale des violences à l'encontre des personnes LGBT. Et aujourd'hui, on voit que le fait que les femmes parlent enfin, osent prendre la parole, qu'elles soient, dans les meilleurs des cas, écoutées, qu'elles sont, je le souhaite, en tout cas moi j'essaie de le faire dans mon quotidien, Tanguy aussi par exemple, accompagner ces femmes qui prennent la parole et qui parlent et qui osent dénoncer. À côté, on a quoi? On a aussi des exemples de violence inouïes qui, alors, est-ce que c'est parce que la caméra est là maintenant pour le montrer? Peut-être. Mais il y a cette espèce de recrudescence de violence, en tout cas que moi j'ai l'impression de percevoir, qui est mise en face par rapport au faible nombre de condamnations, de viols, parce que c'est très compliqué de se plaindre, c'est très compliqué d'arriver jusque devant un juge. On en parlait hier également avec Aliénor et Tanguy. C'est très compliqué quand on est une femme qui a été violée de devoir supporter, de devoir prouver le viol, Mm. parce que c'est très compliqué d'obtenir une preuve de viol. Je pense que vous pouvez nous en parler plus facilement que nous, mais c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir fournir une preuve matérielle de viol. Ça se joue quasiment sur un terrain exclusivement psychologique. Oui, mais alors, pas seulement, mais d'abord pour que on prouve le viol, il faut que le viol existe et soit désigné comme tel. Là aussi, pendant pendant des centaines d'années, des siècles, les femmes se sont fait violer, et c'était pas codifié comme tel, c'était pas désigné comme tel, et pour autant, c'était la consommation du mariage ou autre chose, quoi. Par exemple. On en faisait même des unions de grande famille, enfin les princesses et les reines, c'était ça, enfin. C'était ça. Le viol conjugal en France, c'est 1992. La présomption de consentement de rapport sexuel à l'intérieur du mariage, ça a disparu, me semble-t-il, en 1996. Vous voyez, je crois que vous étiez né quand même à cette époque-là. C'était il y a vraiment pas longtemps. L'obligation d'avoir des rapports sexuels dans le cadre du mariage, c'est toujours une obligation positive dans notre droit actuel. Récemment, la Cour d'appel de Versailles vient de rappeler qu'une femme qui se refusait d'avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage pouvait voir un divorce prononcé à cet ordre exclusif sur ce fondement-là. Alors, vous pouvez trouver que c'est bien et qu'il faut effectivement avoir des rapports sexuels dans le mariage, ou pas. En tout cas, c'est l'état de notre droit actuel. Donc, première observation, pour que viol y ait, il faut que ce soit nommé comme tel. Il faut donner une définition du viol. La nôtre, c'est tout acte de pénétration sexuelle imposé par la contrainte, la menace, la surprise ou la violence. Donc, l'idée, c'est que tous les actes sexuels, sauf si ils sont perpétrés par la contrainte, la menace, la violence ou la surprise, sont des actes consentis. Il n'y a pas de notion de consentement, seulement une notion de consentement en creux dans notre arsenal législatif. Toutes les juridictions, toutes les législations ne se ressemblent pas au niveau européen. Nous, on a un principe, c'est le consentement à l'acte sexuel, et quatre exceptions, c'est la violence, la contrainte, la menace et la surprise. Donc on peut aussi questionner cette définition-là qui parle de l'idée de ce que chacune est nécessairement consentant à l'acte sexuel, sauf si. Et puis ensuite, la question que vous posiez, c'est celle du traitement judiciaire du viol. Et là, c'est encore autre chose. Comment est-ce que, d'abord, les victimes de viol, qui sont majoritairement, pas toujours, mais majoritairement des femmes, peuvent se saisir d'abord de ce qu'elles subissent. Et encore une fois, moi, je reçois des femmes qui me disent, vous savez, maître, j'en ai vraiment marre de me soumettre au devoir conjugal parce que il me force, mais je suis mariée, manque de vol, il faut que j'y passe. Attendez, madame, c'est un viol. Donc, pour celles même qui le vivent,
venir nommer les choses. C'est très compliqué. Je ne vais pas citer Camus, hein, mais mal nommer les choses, c'est rajouter le malheur du monde. Nommer les choses, c'est déjà une première difficulté. Et puis ensuite, il faut dire, il faut pousser ces portes très lourdes des commissariats, des palais de justice, des cabinets d'avocats. Il faut oser franchir ces seuils-là. Et lorsque l'on sait que ce qui nous attend derrière ces portes-là, ce sont, et d'une certaine manière, c'est légitime, hein, des interrogatoires, des expertises médicales, des examens gynécologiques, des expertises psychologiques, des expertises psychiatriques, 1, 2, 3, 4, 5 confrontations avec l'auteur du viol, des convocations devant le juge d'instruction, une convocation devant une cour d'assises avec un procès qui va durer 4 jours, qui va être rinçant, épuisant. Il faut être motivé pour se lancer dans ce parcours de la combattante, qui est un parcours difficile. Et en même temps, quand je vous dis ça, les choses sont complexes. Hein. Quand je vous dis ça, je vous dis tout de suite qu'on ne peut pas condamner sans preuve. On ne peut évidemment pas condamner sans contradictoire. On ne peut pas condamner à l'aune de la seule parole de celle qui vient se plaindre, aussi légitime soit cette parole. C'est pour ça que lorsque vous disiez il y a toutes des preuves qui sont parfois psychologiques, peut-être, et à ce moment-là, c'est véritablement difficile et pas souhaitable d'ailleurs de rendre une justice qui ne se fonderait que sur la parole de la victime. Moi, je reçois plein de femmes qui viennent me déposer devant moi des récits de viol qui se sont produits, alors, soit les faits sont prescrits, soit effectivement, il n'y a rien qui pourrait venir corroborer ce qu'elles ont su. Elles comprennent toutes, hein, qu'on ne peut pas imaginer que l'auteur des faits soit condamné à la seule faveur de leur parole à elles. Parce qu'il suffit de renverser la logique en disant que si vous étiez accusé de quelque chose, vous exigeriez quand même qu'un minimum de preuves soient rapportées sur ce que vous avez subi. Mais au risque d'être trop long et un peu décousu, je crois qu'il faut qu'on mène aussi une réflexion sur ce que c'est qu'une justice moderne. Et moi, je reçois des femmes, pas toutes, mais des femmes qui peuvent me dire que ce qui leur importe, elles, c'est d'être entendues. Certaines veulent une punition, certaines veulent une sanction pénale, et c'est légitime. Certaines veulent que leur violeur soit désigné, reconnu comme tel, et incarcéré, puni, etc. Mais pas toutes. Pas toutes. Moi, je reçois plein de femmes qui disent moi, je veux juste être entendue, reconnue, je ne veux pas être humiliée, je veux qu'on me dise oui, madame, ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi, c'est vrai, et votre souffrance, on la prend en considération. C'est pas du viol, c'est vrai de violence conjugale, c'est vrai de plein d'infractions, c'est vrai des crimes d'inceste, vous savez, ceux qu'on a gardés bien enfouis pendant plusieurs années et qui ressurgissent à un moment donné de notre existence quand vous l'attendez plus. Alors, réfléchissons à ça. Pourquoi ne pas réfléchir à d'autres modes de justice? Il y a d'autres modes de justice, ce qu'on appelle les justices restauratives, où finalement, ce n'est pas tant la sanction qui importe que la réparation. Et offrons-nous cette possibilité-là, mais encore une fois, ce n'est pas dans notre culture judiciaire. Offrons-nous cette possibilité-là de la justice de la réparation qui ne soit pas la justice de la sanction. Sortons un peu du cadre. Sortons de l'idée de ce que, d'abord, il va nécessairement en passer par un dépôt de plainte qui fait aussi violence, par une enquête judiciaire qui peut faire violence, par toutes ces étapes que je vous ai décrites qui peuvent faire violence. Sortons du cadre et considérons que pour beaucoup de victimes, ce qui importe, c'est le regard que la société en général et l'institution en particulier va pouvoir porter sur elle. Donc, voilà, élargissons un peu la focale et investiguons d'autres modèles de justice. Et avec ça, moi, je crois qu'on répondra aussi en partie à l'équation des moyens. Vous avez eu raison, vous rappelez tout à l'heure le nombre de viols. Les chiffres, c'est entre 50 et 90 000 viols en France chaque année. Comment pouvons-nous imaginer que la justice, si faiblement dotée qu'elle soit, et on a rappelé encore une fois les moyens de justice tout à l'heure, puisse répondre à ça? Exactement. Bien sûr. C'est de la fumisterie. On ne peut pas faire face à tout ça. Alors, si on se donne la possibilité de réfléchir à d'autres voies, on vient aussi
à apporter une réponse à un phénomène de société qui est tellement douloureux pour toute notre société, de ce que c'est pas le suivisme. Voilà. C'est audacieux, mais je crois qu'il faut un peu d'audace. Moi, il y a beaucoup de choses dans ce que je vous ai dit. Je vais juste faire un petit bond dans le passé sur ce que tu avais dit, Gabriel, tout à l'heure. C'est que, et pour lequel je suis pas du tout d'accord avec toi, et d'ailleurs, ça mérite de l'entendre tout le temps, partout dans la presse, c'est que tu as dit que les femmes parlent de plus en plus. Mais en fait, je suis pas d'accord avec ça. C'est qu'en fait, les femmes ont toujours parlé, mais qu'on les a pas écoutées. Ouais, on les Pour entend exemple- plus, ouais. Pour exemple, ouais. regarde l'histoire de PPDA. Combien de femmes ont dit mais on le savait, nos profs nous empêchaient d'aller en stage avec lui, les secrétaires de telle chaîne nous disaient de pas aller dans son bureau sale. Tout le monde le savait, c'est qu'on les écoutait pas. Du coup, c'est juste, voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que ça me tient un peu à cœur. Et du coup, je rebondis sur la question de la justice restaurative. Je me suis aussi penchée sur la question et pour le coup, il y a quelque chose qui m'embête un peu dans cette forme de justice-là, c'est qu'en fait, encore une fois, j'ai l'impression qu'on fait porter sur les épaules de la victime la thérapie du violeur. Et en fait, j'ai encore l'impression que, de même que je le disais tout à l'heure pour la prévention, on s'adresse pas à la bonne personne, en fait. C'est là où j'ai un petit problème avec ce principe, même si je souscris tout à fait à vos propos qu'à mon sens, la judiciarisation de tous ces viols n'est peut-être pas la solution, et visiblement ça l'est pas, hein. Je suis tombée sur un chiffre hier, pas pour les viols mais pour les violences conjugales. Il y a 70 bracelets électroniques en circulation pour 2 250 000 femmes violentées par leur conjoint. Donc effectivement, visiblement, la justice n'est pas au niveau, et certainement par un manque de moyens, mais je ne sais pas si la justice restaurative en l'état est le moyen de la résoudre. Après, je ne sais pas si vous avez un avis sur la justice transformatrice aussi. Expliquez-moi. La justice transformatrice, en gros, c'est mettre la victime au centre du questionnement. Alors, ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on connaît de la justice, parce qu'on la considère comme disant la vérité. Et donc, en fait, toute la défense est construite sur le fait que la victime dit la vérité. Et donc, en fait, c'est l'inversion de la charge de la preuve et l'inversion de la culpabilité aussi. Mais du coup, tu crées une présomption de culpabilité. Et en fait, c'est expérimenté. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais en tout cas, c'est expérimenté au Canada, et c'est un questionnement, en tout cas, qui se pose. Mais c'est Tanguy qui parlait aussi de ça hier soir sur les questions de renverser, Sur la question, non, renverser la charge de la preuve, et prescriptible aussi, de la prescription. Mais mais sur la charge de la preuve, il est toujours compliqué de prouver quelque chose qu'on n'a pas fait. Et on parle en droit de preuve diabolique. Et donc, je pense que c'est justement un biais sur lequel il ne faut pas tomber. On ne peut pas simplement considérer qu'un homme, ou une femme d'ailleurs, est condamné ou coupable sur des présupposés, en fait. Et c'est là l'intérêt de la justice, c'est qu'il y a un cadre, il y a un cadre juridique, c'est pour nos libertés individuelles, pour le respect de grands principes, comme le principe du respect du droit de la défense, etc. Et ce renversement de charge de la preuve, en plus pour un crime spécialisé, je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Mais est-ce qu'il y a vraiment une bonne solution pour traiter cette question-là? Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il ne faut pas être dogmatique. Je crois qu'il faut agiter des idées. Il faut, encore une fois, être audacieux, être créatif et pouvoir faire le constat de ce que la justice telle qu'elle existe actuellement, elle est sous-dotée en moyens, elle n'est pas apte à faire face à ce flot-là, et qu'il y a des victimes qui ne souhaitent pas s'orienter dans ce processus-là, et que c'est respectable. Et que pour autant, elles n'en demeurent pas moins victimes, et qu'elles doivent pouvoir avoir accès à une forme de reconnaissance de ce qu'elles ont vécu. C'est ça que je dis. La justice telle qu'on la connaît, telle que je la pratique moi, la présomption d'innocence est la pierre cardinale de notre système judiciaire. Et c'est l'avocat de victime qui vous parle. Je suis foncièrement, viscéralement, totalement attachée à la présomption d'innocence. Considérer que un individu ou une individu est coupable avant que la démonstration en soit faite et qu'un jugement qui répond à des règles de forme et de fond l'est dit, alors on bascule dans l'arbitraire et ça n'a plus rien à voir avec la justice. Donc, la présomption d'innocence, c'est un mode opératoire de notre justice, et il est absolument précieux. Pour autant,
c'est l'institution judiciaire et c'est l'institution policière qui en sont comptables, ce n'est pas les victimes. Voilà où je suis le point de l'hélice, c'est lorsqu'on s'indigne de ce que les victimes ne respectent pas la présomption d'innocence. Mais enfin, madame, il y a la présomption d'innocence lorsque vous désignez votre violeur ou votre bourreau ou votre agresseur. Les victimes, elles ne sont pas comptables de la présomption d'innocence. Hein. Les victimes, elles parlent. Et elles parlent à leurs risques et périls d'ailleurs. Et lorsqu'elles parlent, elles engagent leurs responsabilités. Et certains ne se privent pas, et c'est leur droit le plus strict, d'engager leurs responsabilités avec des procès de dénonciation calomnieuse ou en diffamation, Sandra Muller avec Balance ton corps, Denis Baupin qui a fait un procès à toutes celles qu'il avait désignées comme harcelant. Bon, alors il s'avère que dans ces deux cas-là, ce sont finalement les plaignants qui se sont retrouvés condamnés. Hein, et que la justice a considéré qu'elle avait parlé à raison. Mais une victime qui parle et qui vient désigner celui ou celle qui lui aura fait subir un acte délictuel ou criminel, elle engage sa responsabilité. Donc, il faut arrêter de tout mélanger. La présomption d'innocence, c'est un principe dont seule l'institution judiciaire et policière sont comptables. C'est quelque chose d'assez compliqué parce que c'est vrai que dans l'actualité, quand on voit les balances ton port, les collages féministes, etc., qui sont toujours d'ailleurs très bien faits, si des militantes colleuses à Strasbourg ou ailleurs m'entendent, c'est toujours très bien fait vos collages. mais c'est vrai que ça interroge parce que d'un côté, on a le temps médiatique et puis militant aussi, du slogan qui parfois a tendance à... On en parlait avec Aliénor, on n'était pas forcément d'accord, mais au final, on souhaite la même chose sur homme égale violeur, qui pour moi me paraît être, comme vous disiez, assez dogmatique. Et moi, je refuse qu'on dise qu'il y a une forme d'essentialisme là-dedans et que parce qu'on est de genre masculin, on est un violeur. Ouais. Voilà. Par contre, effectivement, oui, c'est à la justice d'avoir une parole forte et peut-être aujourd'hui aussi de redire, oui, la sphère médiatique a été d'une immense aide pour pouvoir lever la chape de plomb qu'il y avait sur un certain nombre d'affaires, de problématiques. Mais aujourd'hui, la justice doit aussi reprendre son temps, reprendre son cours, et c'est dommageable pour les victimes qu'il soit long, et de pouvoir réexpliquer que voilà, il faut pouvoir se mettre autour de la table et régler les problèmes réellement dans leur fond. Et ça me fait me poser une question, parce que j'ai vu que dans Libération, justement, vous vous interrogez aussi par rapport à ça, sur le débat autour de la question de l'imprescriptibilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je crois qu'il y a eu peut-être des dernières modifications il n'y a pas longtemps dans l'article 7 du Code pénal. Aujourd'hui, c'est 20 ou 30 ans en fonction de la situation de la victime, l'âge qu'elle avait au moment des faits. Mais c'est vrai que c'est compliqué au moment des faits, voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'arriver à admettre qu'on puisse dire à une femme « Désolé, vous auriez dû vous plaindre il y a 3 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans ». Et alors, moi, je ne défends pas l'imprescriptibilité parce que pareil, ça ne rentre pas dans les cadres de nos règles capitales pour que la justice puisse rendre justice et tienne debout et qu'elle soit juste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble particulièrement injuste de dire ça à une femme qui a peut-être fini par réussir à parler des violences qu'elle a subies, voire peut-être dans les cas les plus graves du viol, et lui dire que c'est trop tard. Et qui a pu subir une amnésie traumatique de plusieurs années aussi. Et c'est ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait peut-être pas améliorer ce délai de prescription au moment où peut-être la femme se rend compte et ose parler de son traumatisme qu'elle a subi, du viol qu'elle a subi. Enfin, c'est vrai que moi-même, en tant qu'ancien étudiant de droit, ça m'interroge. Et j'ai du mal à défendre aujourd'hui les responsables de tel acte sous couvert de la prescription. Ça m'est très compliqué. D'autant plus que, comme beaucoup de Français, malheureusement, j'ai autour de moi des femmes qui ont été victimes de viol. Il y a non seulement la question du viol, qui ne répond pas aux mêmes règles de prescription aux victimes, aux mineurs qui ont été victimes d'agression sexuelle ou de viol sur mineurs. Le régime juridique n'est pas tout à fait le même, et les modifications législatives récentes ont modifié en profondeur la notion de viol sur mineurs, parce qu'en réalité, maintenant, je vous parlais tout à l'heure des éléments constitutifs de tout acte de pénétration sexuelle par menace, surprise, contrainte ou violence. Maintenant, un viol est constitué uniquement par la différence d'âge entre celui ou celle qui l'a subi
et l'auteur des faits, hein, indépendamment de toute notion de contrainte, violence, menace ou surprise. Ça, c'est la première innovation. La seconde tient ce qu'on appelle une prescription glissante, hein, c'est-à-dire que le crime se prescrit, et ça c'est la loi d'août 2018, à compter de 30 ans à partir de la majorité de la victime, étant précisé que si l'auteur des faits a commis d'autres actes avec par rapport à une autre victime, ça interrompt le délai de prescription et ça en pénètre un nouveau pour de nouvelles victimes. Donc, c'est une prescription qui prend le relais par rapport à une autre, qui peut courir dans le temps. Une prescription glissante et qui, de fait, aboutissent à une quasi-imprescriptibilité qui est revendiquée par un certain nombre d'associations de victimes. Et moi, j'entends très bien. D'abord, il faut faire preuve de nuance et il faut faire preuve de délicatesse dans ces sujets-là. Et surtout ne pas jeter d'anathème, ne pas rajouter de la douleur à la douleur en disant enfin, il est normal que ce soit un peu prescriptive, etc. Lorsque les victimes souffrent et viennent encore une fois déposer cette parole de souffrance, elle est à manipuler et à entendre avec précaution et délicatesse. Donc, moi, j'essaie de rester mesurée et pondérée dans mes propos. Et pour autant, il me semble qu'en termes d'analyse bénéfice-risque, parce que c'est toujours comme ça qu'il faut envisager les choses, il y a plus de risques à considérer qu'un crime sexuel sur mineur, parce que c'est ça dont on parle, puisque le viol doit être imprescriptible que prescriptible. Je dis ça parce que je force cette conviction à l'aune de mon expérience de praticienne. Ça fait 20 ans, moi, que je suis dans le prétoire tous les jours. Et quand je suis dans les procès où finalement il n'y a plus qu'une parole, parce que 20, 30 ans, 35 ans après les faits, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus de traces matérielles. Il y a potentiellement plus de témoins. Il n'y a pas de stigmates, évidemment. Si ce n'est des stigmates psychologiques très forts. Mais il n'y a finalement plus qu'une parole, et c'est déjà énorme cette parole, qui vient d'être déposée devant les juges. Comment faire quand on est juge et qu'on a ces deux paroles qui se confondent? Comment départir les choses? Comment se garder éloigné de l'erreur judiciaire? Parce que il faut conserver ça à l'esprit. Condamner un innocent, c'est quelque chose d'absolument terrible. C'est un échec collectif terrible. Voilà, moi j'ai vu des procès où finalement il y avait des jugements de relax d'acquittement qui étaient rendus parce que on en a parlé il y a quelques minutes, notre exigence, c'est celle de l'administration de la preuve, et c'est celle de la présomption d'innocence, et j'ai eu des procès qui se terminaient comme une violence supplémentaire assénée à des personnes qui venaient déposer cette parole devant l'institution judiciaire. Alors, on peut dire, mais c'est leur choix, ils l'ont assumé, ils ont voulu se lancer dans ce processus en toute connaissance de cause. Peut-être, mais en tout cas, l'institution judiciaire ne peut pas condamner juste parce qu'il y a cette parole qui vient d'être déposée devant. C'est pas possible, c'est pas satisfaisant, c'est trop dangereux. Deuxième observation, il y a un moment, le temps qui n'est, me semble-t-il, plus le temps du procès. Le temps fait son œuvre. 30 ans, c'est considérable à l'échelle d'une vie. C'est considérable. Le fait de prévoir un délai de prescription, c'est aussi une injonction qui est faite. Alors, vous parliez de la victime, certes, la victime a sa propre temporalité, elle a son propre timing, mais l'institution judiciaire aussi. Et considérer que l'institution judiciaire a finalement tout le temps pour se saisir d'une infraction, l'investiguer, la poursuivre et la sanctionner, eh bien moi, ce n'est pas comme ça que j'envisage l'institution judiciaire. L'institution judiciaire, elle doit se mobiliser sur ces situations et finalement lui donner tout le temps et puis un certain temps pour apporter une réponse. Ça ne me semble pas être satisfaisant non plus. Et puis il y a aussi une troisième raison qui me tient personnellement extrêmement à cœur, c'est celle de ce que l'imprescriptibilité, cette idée que le temps ne ferait jamais son office, c'est-à-dire que le temps n'effacerait rien, ne réparerait rien, ne modifierait rien, eh bien, ça reste
ça doit, à mon sens, rester l'apanage des crimes contre l'humanité. Ce que les femmes, ce que les hommes, les femmes, les enfants subissent, évidemment, douloureux, atroces. Je peux additionner les qualificatifs, et je fais un coup de sincérité. Et pour autant, il y a quand même une hiérarchie dans l'horreur. Il n'y a rien de cynique dans ce que je dis. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, ce sont les seules infractions en droit français qui sont imprescriptibles. Parce que là, on bascule dans l'inoubliable, dans l'ineffaçable, dans l'indicible parfois aussi, qu'il faut en tout temps, en tout lieu et à tout moment que les auteurs de ces crimes puissent répondre de leurs actes. Je me pose la question, je n'ai pas la réponse, je me pose la question de savoir si on doit mettre les choses sur le même niveau. Vous voyez, bien sûr. Suis pas sûre. Est-ce que en hissant les crimes sexuels sur mineurs, aussi ignobles soient-ils, on est bien d'accord, au même rang que les crimes contre l'humanité. Moi, j'ai passé plusieurs années en Bosnie, où j'ai vu ce que conduisaient les crimes contre l'humanité, et des exterminations de masse, et des déportations, et des camps d'internement. J'ai une histoire personnelle aussi, alors ça intéresse personne, mais ça donne un écho peut-être à mon propos, où une partie de la famille a été victime de crimes contre l'humanité. Voilà, je crois que l'imprescriptibilité, elle doit exclusivement appartenir à aucune contre l'humanité, mais je comprends parfaitement qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi et qu'on puisse m'apporter la contradiction. Je ne suis pas sûre d'avoir raison. Je vous parle de mon expérience empirique, de mon expérience de praticienne, de mon ressenti personnel. Et encore une fois, j'accepte tout à fait qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi et qu'on puisse m'apporter évidemment la contradiction, parce que je comprends ce que c'est que l'amnésie traumatique, je comprends ce que c'est que le poids du silence, je comprends ce que c'est que les injonctions au silence, et que c'est une violence supplémentaire que de dire aux victimes, maintenant c'est trop tard. Mais vous savez, tout est en lien. Lorsque je vous parlais tout à l'heure d'autres formes de justice, c'est aussi à celle-là que je pense. Lorsque je vous parlais de justice restaurative, mais peut-être que les qualificatifs ne sont pas les bons, mais d'autres formes de justice en tout cas, je pense qu'entre le silence et en disant ma foi c'est trop tard, circuler, il n'y a rien à voir, ou un procès tel qu'on connaît le jour d'aujourd'hui, il y a d'autres possibilités. Et ce besoin de reconnaissance, d'écoute et de regard bienveillant et qui vient remettre le monde à l'endroit en disant vous avez subi quelque chose, il ne conteste pas. Et un procès tel qu'on le connaît dans les prétoires tous les jours, eh bien, il y a des voies alternatives. Merci beaucoup. En tout cas, on laisse cette question en suspens pour nos auditrices et nos auditeurs. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à commenter ce podcast sur les réseaux sociaux pour savoir ce que vous en pensez. Et merci d'avoir laissé cette question ouverte. Et je crois que Tanguy, on a 2 dernières à vous poser. Oui, c'est les traditionnelles questions pour tout le monde, pour tous les invités. Il n'y a pas de favoritisme ou pas. Il n'y a pas de discrimination. C'est ça, il n'y a pas de discrimination. C'est universel. Donc, je vais vous poser la dernière question, gueule de bois. Tout simplement, qu'est-ce qui vous met aujourd'hui la gueule de bois, et surtout, comment vous la gérez, sachant que vous pouvez prendre cette question comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que vous répondre que ce qui me met la gueule de bois, c'est de voir une femme assiégée d'essence et tuée sur un trottoir américain. Je vais peut-être pas fait la même réponse il y a 2 jours, mais aujourd'hui c'est inévitable. Ça me détruit, ça m'obsède, ça me désespère et ça me met en colère. Et ça me met en mouvement. Et comment je la gère, je la gueule de bois qui est sévère. J'avance, je continue le combat, et je me sens c'est très présomptueux, ouais, sans doute ça, mais je me sens vraiment mise en mouvement par ça, et par cette colère et par cette indignation que je garde intacte. Je veux qu'on reste, et merci de ce podcast, et merci de cette invitation, parce que ça participe de cette mobilisation.
Et cette Ouais. mobilisation, elle doit les concerner tous et toutes, et tous, hein, les hommes, les garçons, les petits garçons, continuons à nous éduquer et à nous cultiver à la fois des stéréotypes de genre, des injonctions de genre, et cessons de confondre force et violence. Cessons de confondre force et violence. Et nous aurons collectivement fait un grand progrès. Donc voilà, c'est ça qui me met la gueule de bois, et c'est comme ça que Donc là, Et je crois que je partage Merci. exactement la même gueule de bois aujourd'hui et le même constat. Et donc, moi, je dis merci beaucoup pour ce podcast et d'avoir insufflé un vent de combat que je partage totalement et qui me met également en mouvement pour la suite. Donc, merci beaucoup, c'était super. J'étais très, très heureux et heureuse de vous avoir sur Gueule de bois aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast. J'espère que le sujet vous aura donné envie de vous engager pour lutter contre les violences qui sont faites aux femmes. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, pod-gdb. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt!